Bonjour à toutes et à tous. Alors, je tiens à remercier Dominique pour l'invitation et évidemment Martin et Catherine pour la consécration du projet. Alors, pour finir cette journée, j'espère ne pas vous endormir ni vous assiéger de fatigue. Je vais aborder la question des destructions au Gaules méridional à la fin de l'âge du fer. Ces destructions, on va le voir, surviennent pour diverses raisons, mais ce sont plus particulièrement les destructions militaires qui vont nous intéresser ici. En effet, la fin de l'âge du fer et plus particulièrement les 3e et 2e siècles en Gaule méridionale apparaît comme une période de tension, une séquence où les conflits armés semblent plus abondants qu'à d'autres périodes. Conflits qui sont rapportés par les sources textuelles, mais également par l'archéologie. La recherche s'est évidemment beaucoup interrogée sur les causes et les raisons de ces affrontements. On a eu des illustrations avec Dominique. Mais ils sont fondamentalement plus nombreux à ces périodes. Alors, il survient une question, est-ce que c'est un biais de la recherche ou est-ce que fondamentalement, la fin de l'âge du fer est vraiment une période plus conflictuelle? Ouais. C'est bon. Donc, effectivement, en Méditerranée occidentale, on compte de nombreux affrontements de grande envergure entre, on va dire, les grandes puissances méditerranéennes. On a les 3 guerres puniques, évidemment. S'ensuit la conquête de la péninsule ibérique qu'on a eue ce matin et s'ensuit la conquête de la Gaule à partir de 125. De son côté, donc le sud de la France ou la Gaule méridionale, bien qu'elle soit parfois le théâtre de ces opérations, demeure en marge de ces conflits. Évidemment, ces affrontements ont une incidence indirecte sur les sociétés gauloises. C'est notamment visible par les profondes mutations et évolutions des réseaux d'échange. En effet, les productions massaliettes, amphores et vaisselle alors en situation de monopole. Donc, vous avez ici les importations massaliettes ici. Vous voyez en fait chute considérablement au profit des importations italiques. Et donc là, on est sur l'exemple de Latte, mais on le ferait à Olbia, à Pêche-Mahou ou ailleurs, ça serait les mêmes données. Donc, les productions massaliettes sont progressivement remplacées par les productions italiques, que ce soit pour les amphores ou également la vaisselle. Donc, si cette synchronicité entre impérialisme politique romain, c'est-à-dire conquête militaire, et hausse des importations italiques n'est pas nécessairement une causalité, elle est toutefois bien réelle et c'est intéressant évidemment de la constater. Quoi qu'il en soit, ces confrontations qui ne sont que les phases visibles des guerres que sont rapportées par les sources antiques, à celles-ci doivent s'ajouter des épisodes guerriers entre populations gauloises que les auteurs grecs et latins ignorent. Mais c'est l'archéologie, quoi qu'il en soit, qui apparaît aujourd'hui comme un témoin essentiel de ces affrontements. Et vous nous l'avez bien montré aujourd'hui durant toutes vos communications. Les reflets de ces combats sont essentiellement visibles sur les sites eux-mêmes, sur les oppidums gaulois. Pourtant, leur matérialisation diffère très largement d'un gisement à l'autre. Dans le détail, il est parfois difficile de caractériser l'affrontement, voire pire, de l'identifier. En somme, la question qui me taraude, c'est quels sont les marqueurs de ces combats? Quelle est la signature archéologique? Cette communication n'a pas la prétention d'y répondre. Je tenterai, à la lumière d'exemples provençaux et languedociens, de montrer les difficultés d'identification de ces destructions. De plus, un autre facteur rentre en ligne de compte, l'historiographie. En effet, certaines hypothèses sont parfois reprises et présentées comme acquises par la recherche, alors qu'il n'en était rien, conduisant à des surinterprétations, au mieux biaisées, au pire complètement fausses. Alors, comment identifier un site détruit? Comment identifier ces niveaux de destruction? Quels critères retenir? Est-ce la présence de céramique écrasée? Est-ce des niveaux d'incendie, avec la présence donc de charbon, de couches rubéfiées? Est-ce que l'incendie doit être localisé ou doit-il être nécessairement généralisé à l'ensemble du gisement? Enfin, le saint graal de la signature archéologique, c'est évidemment l'armement offensif ou défensif, avec les projectiles, fer de trait de catapulte ou boulet. Quoi qu'il en soit, l'identification de tels marqueurs implique des fouilles de vastes surfaces, ce qui est rarement le cas dans les habitats méridionaux, où parfois seuls quelques îlots d'habitation sont fouillés, voire quelques maisons.
les deux occupations successives justement de l'île de Martigues vont nous intéresser. Je vais prendre deux exemples un peu plus anciens pour vous illustrer la complexité de ces problèmes. Le site de Martigues est occupé durant une longue période entre 450 et 125. Le site est détruit, comme vous le voyez, à au moins 4 reprises. Une première fois vers 425, une fois vers 375, 360, une troisième fois vers 200 et enfin finalement vers 125. On a d'ailleurs la succession de deux agglomérations différentes. La première agglomération qui fait environ un peu moins d'1 hectare et la deuxième agglomération, accroissement considérable de sa taille. Donc, comment se caractérisent sur ce site ces destructions? Elles se caractérisent essentiellement par des amoncellements très importants de matériaux de construction, briques crues, torchis, bois, venant sceller les niveaux d'habitation. Et comme vous le voyez, niveau d'habitation avec un mobilier céramique extrêmement important. Et durant la phase 2C, donc la destruction vers 375-360, on a même un petit peu d'armement. 23 pointes de flèches en bronze de type Olympie, des pointes de lance, deux pointes de flèches en fer, des fragments d'orle de bouclier et un bouterolle de fourreau. Pourtant, leur position dans les niveaux archéologiques ne permet pas de s'assurer clairement qu'il s'agisse d'armes d'assaillants ou de défenseurs. En effet, ces armes sont réparties dans plusieurs maisons de la phase. Alors, est-ce qu'il s'agissait d'armes déjà présentes dans les niveaux? C'est possible. Et autre problème, aucune arme lourde n'a été découverte. Face à ces données, le fouilleur Jean Chaussery-Lapré, dans un premier temps, justement, n'attribuait pas immédiatement ces destructions à des attaques. Et ce n'est qu'en 2005 que pour lui, Martigues est attaqué à la fin du 4e. D'autres auteurs, notamment Michael Dittler, lui pensent à des missions de pacification liées à la piraterie. Donc, comme vous le voyez, déjà des interprétations très différentes en fonction des auteurs et déjà au sein même d'une pensée, le fouilleur, son idée a changé au fil du temps. Pourtant, les traces de ces incendies ne sont pas nécessairement visibles dans l'ensemble des secteurs, car les fouilles menées dans la partie méridionale de l'habitat n'ont par exemple pas conduit à l'identification de traces évidentes d'incendie de 425. Pour celui de 200, donc là, vous avez des images des quartiers méridionaux et notamment de la période vers 200. Ce sont essentiellement des couches d'argile provenant des élévations en terre crue, comme on le voit très bien là, c'est des éléments en terre crue, de l'adobe et de l'adobe fondu, qui viennent sceller les niveaux antérieurs, sans nécessairement observer des couches rubéfiées, alors qu'elles sont constatées ailleurs. Dès lors, ce qui est assez intéressant, si la fouille n'avait porté que sur cette partie de l'agglomération, nous n'aurions tout simplement pas dit qu'il y avait une attaque ou quelconque destruction. On aurait pensé à un abandon pur et simple. Alors, plusieurs solutions. Est-ce lié au caractère exigu de la fouille? C'est possible. Pourtant, les destructions de la phase 2C sont bien identifiées dans le secteur. En effet, là, je vous ai montré, là, c'est le vers 200, mais les destructions antérieures ont été identifiées. Donc, c'est évidemment difficile de trancher, mais ce cas de figure illustre l'importance pour identifier véritablement une destruction et il nécessite donc de très vastes surfaces pour clairement identifier. À l'inverse, à la Tara, vers 350, donc la Tara sur la commune de Latz, au sud de Montpellier, au moins 2 maisons sont incendiées, sans que l'ensemble du site ne soit en proie aux flammes. Il s'agit d'un cas isolé, d'un incendie conjoncturel, peut-être accidentel, qui ne touche que quelques structures. Évidemment, rien de choquant dans un environnement urbain aggloméré où les sources de feu sont omniprésentes, luminaires, cuisson, chauffage, artisanat, etc., à constater des incendies. Mais une fois encore, on sait qu'il s'agit d'un incendie localisé parce que les habitations aux abords ont été fouillées. Si on s'était concentré uniquement sur ces deux maisons, on aurait pensé à un incendie généralisé. J'ai trouvé, lorsque j'avais travaillé sur ma thèse, une petite étude sur les incendies à Rome. Et c'est assez intéressant qu'on voit que les incendies sont relativement fréquents à Rome. Et dans la majorité des cas, même s'ils sont inconnus, les incendies accidentels
reste l'une des principales raisons des départs de feu. Il faut donc bien souvent envisager des accidents et non pas des attaques militaires. D'ailleurs, un rapide dépouillement du corpus montre que les exemples d'incendie sont légion. Donc, vous avez ici les points jaunes. C'est vraiment un corpus extrêmement rapide. Tout n'est clairement pas exhaustif. Quoi qu'il en soit, ces exemples que je vous ai évoqués témoignent de la complexité pour repérer les habitats potentiellement détruits. Les couches d'incendie ne suffisent pas à identifier un site détruit et leur absence au sein d'un quartier n'implique pas non plus une occupation continue sans incendie. C'est à ce moment, évidemment, que les armes rentrent en jeu. Qu'elles proviennent de la panoplie d'un guerrier, épée, lance, bouclier, ou qu'il s'agisse de traits de catapulte, fer de trait ou boulet, l'armement associé à des niveaux de destruction est souvent interprété comme un marqueur décisif pour parler d'attaque militaire. Alors justement, quels sont les habitats concernés ? La liste des sites ne date pas évidemment de moi et avait été déjà dressée par Patrice Arcelin dès les années 80, 1986 exactement. Donc là, vous avez déjà un bon corpus. Elle s'était étoffée au gré des publications et des découvertes, et ce corpus a été plusieurs fois commenté par Florence Verdun, Michael Dittler ou Delphine Isoardi en 2013. Pourtant, rares sont les nouveaux réexamens du mobilier et seule la thèse soutenue par Benjamin Girard en 2010 a permis de réalimenter un petit peu le dossier en revenant clairement sur le mobilier métallique. Pourtant, lorsqu'on retourne aux publications d'origine, les données sont parfois très ténues. Plusieurs exemples considérés comme évidents par la recherche et largement repris méritent probablement une étude plus fine et c'est ce que je vais tenter d'illustrer. Donc, les destructions militaires en Gaule se divisent en deux séquences. Une première entre, on va dire, le troisième et le premier quart du deuxième siècle. Et enfin, une séquence associée à la conquête romaine entre 125 et 90. Donc, qu'en est-il de la première séquence ? Le site Peshmao apparaît comme un exemple fameux. C'est le premier habitat de notre corpus, fondé donc au cours du VIe siècle. Le site connaît une longue occupation, inégalement connue, et il est donc détruit vers le IIIe siècle, avant de connaître au cours du IIe siècle des réoccupations sporadiques liées probablement à des pratiques rituelles. Donc je ne rentre pas là-dessus, mais il y a énormément à dire. Et le gisement fait office d'exemple emblématique de l'attaque militaire, tant les marqueurs sont importants et presque évidents. Cette destruction est depuis des décennies abondamment commentée. Est-ce lié au passage d'Hannibal, des représailles romaines ? Toutes les interprétations ont été proposées depuis les fouilles d'Yves Saulier à partir des années 60. La destruction se caractérise par un incendie presque généralisé, bien identifié au sein des accès, portes, poternes, des espaces publics et des entrepôts. Vous avez ici justement un entrepôt de Dolia contenant Dolia et des amphores incendiés et écrasés sur place. D'autres Dolia sont d'ailleurs sortis de ces entrepôts et probablement, selon Éric Gailledra, à la recherche d'objets précieux. À ces traces s'ajoute aussi de l'armement et plus particulièrement 4 traits de catapulte qui attestent de l'emploi d'armes de siège dans cette attaque. Enfin, étaient également évoqués les abandons ossements de chevaux ainsi que des restes humains mis au jour dans de nombreux secteurs du site, comme vous avez l'exemple ici. Le squelette d'un individu est par exemple retrouvé sous l'effondrement d'un mur en briques crues devant la porte principale. Si le cas de Peshmao est exemplaire, il est surtout unique en Languedoc, puisque les autres destructions militaires, on va le voir, se concentrent en Provence. En effet, au moins 3 sites à la fin du IIIe siècle présentent également d'importants marqueurs de destruction militaire. Nous passons le Rhône et nous allons du côté de Roquepertuse à Velot, dans les Bouches-du-Rhône. Là encore, un site à l'occupation très longue entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, qui connaît, comme vous le voyez, de nombreuses séquences d'incendies/destruction. Si on en croit les travaux de Philippe Boissineau et de son équipe, ce feu résulte d'une attaque militaire, puisque, encore une fois, plusieurs traits de catapultes sont retrouvés dans les niveaux de destruction. En effet, 26 fers de trait sont étudiés et répertoriés par Benjamin Girard,
Quelques des exemplaires sont découverts en contexte, mais la majorité sont hors stratigraphie. Quand même 17 sur les 26, ça fait pas mal. Plusieurs fragments éboulés sont d'ailleurs identifiés en fouille dans les couches d'effondrement et de destruction. Ces éléments font dire à Philippe Boissineau qu'un siège est mené à la fin de la période 12. En revanche, des exemplaires plus tardifs sont découverts dans la période dite 14, mais sont pour lui résiduels puisqu'il n'envisage pas un siège d'une agglomération si petite. Non loin de là, nous allons à Bouc-Bel-Air. Nous sommes toujours au sud de Aix-en-Provence. On est sur un site qui est occupé également d'une longue occupation entre la fin de l'âge du bronze et le début de l'âge du fer et connaît probablement une destruction. En effet, plusieurs boulets ou fragments sont mis au jour. 2 d'entre eux sont connus hors stratigraphie. 2 à l'état fragmentaire sont issus probablement de contextes de la fin du IIIe siècle, auxquels s'ajoute un fer de trait de catapulte. Certains boulets sont d'ailleurs retrouvés en remploi, comme vous le voyez ici dans l'un des murs à droite. Par contre, hormis, ça c'est intéressant, je l'ai mis donc, issu du rapport de 93, mis à part le premier niveau de l'âge du bronze final et le coin d'une case du IIe siècle avant Jésus-Christ, aucune trace d'incendie n'a été décelée. Donc, c'est quand même étonnant d'avoir un site détruit avec des boulets sans trace d'incendie, ça interroge. Du côté du mobilier métallique, notons tout de même la découverte d'un casque étrusco-italique, découvert, je cite, à proximité des remparts, mais encore une fois, hors stratigraphie. Provient-il d'une couche de destruction, d'une tombe? Rien n'est assuré et la datation n'est pas beaucoup plus précise. On est sur du 2e, 1er siècle avant Jésus-Christ. Donc, avec cet exemple, on comprend toutes les difficultés derrière l'identification de ces attaques militaires, puisque là, tous les marqueurs ne sont pas identifiés. Nous allons un petit peu plus au sud, on se rapproche de Marseille, puisque nous allons sur l'oppidum du Verduron, qui est situé à environ 8 km au nord de Marseille, qui surplombe la ville, qui d'ailleurs est l'agglomération urbaine aujourd'hui. Donc, l'agglomération de Verduron est un exemple tout à fait atypique. C'est conçu presque comme une petite forteresse avec un urbanisme pensé, fondé ex nihilo et une très courte occupation. Et uniquement centré sur le IIIe siècle. Et donc, ce site subit une vaste attaque à la fin de ce siècle, suggérée par des traces d'incendie, de nombreux projectiles d'armes de siège, notamment 18 traits de catapultes. Les données ici ne font aucun doute et les niveaux de démolition sont constatés dans chacune des habitations fouillées par Lou Bernard et son équipe dans les années 2000, mais également avaient été constatés par les anciennes fouilles au XXe siècle. La datation est en revanche plus problématique. Le mobilier céramique tend à dater la destruction vers la fin du IIIe siècle, alors que pour le mobilier métallique, celle-ci serait plus ancienne, probablement au milieu du IIIe siècle. Donc, qui croire ? L'habitat de Testenègre, non loin, au pied de Mirabeau, dont l'occupation s'étire entre le 5e siècle et le début du XIe siècle, subit également un incendie généralisé à la fin de ce siècle. Il est constaté et documenté très anciennement par un abbé, un certain Marius Chaillant, et Gaston Vasseur, un géologue, au début du XXe siècle. Le mobilier métallique est assez important, composé d'éléments d'armement, épées, fourreaux, pointes de javelot, pierres de fronde, et va plutôt dans le sens d'une destruction militaire. Pourtant, l'un des problèmes majeurs pour ce site réside dans l'absence presque totale de données stratigraphiques précises, et plus généralement de publications récentes. Les derniers travaux datent d'un mémoire de maîtrise de Lucien-François Gantez réalisé en 1977. Depuis, rien. Il ne se passe rien, on ne sait pas, pas une coupe stratigraphique, pas une photo, donc c'est compliqué. Donc, maintenant, je vous ai parlé donc des cas les plus assurés. Maintenant, quelques cas incertains. Outre l'exemple de Martigues vers 200, donc que je vous ai évoqué précédemment, allons à Aiguille. Donc là, on est à l'ouest d'Aix-en-Provence sur l'habitat de Pierdon. Là aussi, un habitat qui connaît une longue occupation et on retrouve un abandon mobilier brisé vers 200-175 dans ces eaux-là. Pourtant, aucun élément d'armement ne se rattache à cette séquence.
Arcelin, en 1981, donc Patrice Arcelin, fouilleur de Pierdon, nous dit, bon, je vous laisse regarder, y a-t-il eu une destruction violente du site comme cela a pu être à Testenègre? Malgré l'abondance de matériel brisé, aucun argument certain n'est utilisé. 2000 en faveur d'une telle affirmation. Des fouilles plus extensives seront nécessaires pour pouvoir répondre à cette interrogation. Donc, très bien, en 81, on est content. Il y a une fouille en 82 qui est menée et ensuite, pas d'autres investigations qui sont menées. 20 ans plus tard, dans la carte archéologique de la Gaule, apparaît ce petit, lorsqu'on va sur la notice, excusez-moi, devant l'abondance du mobilier brisé qui s'accorde mal avec un abandon volontaire, a été émise l'hypothèse d'une destruction violente du site dans le premier quart du IIe siècle avant Jésus-Christ. Bon. Qu'est-ce qui a motivé ce changement d'interprétation? Je ne sais pas. Pourtant, aucune nouvelle fouille n'a été effectuée, mais il y a un changement d'interprétation qui est quand même très différent. Mais je n'ai pas d'explication. Voilà. Enfin, allons à Arles. Donc, le site d'Arles protohistorique, c'est un petit peu compliqué puisque l'agglomération urbaine et romaine, évidemment, a pris le pas. Elle est connue, l'agglomération protohistorique est envisagée par quelques fouilles dans le centre urbain. Et durant la protohistoire, le site connaît une occupation entre le 5e et le 2e siècle. Et il semble occupé conjointement par des populations grecques puis gauloises durant la période. Et donc, le quartier du Jardin d'Hiver que je vous ai mis ici semble en effet abandonné, quoi qu'il en soit, vers 175. Et même un fer de trait de catapulte, du moins un fragment, a été découvert dans ce secteur. Ce qui avait fait dire à Patrice Arcelin, toujours le même, la possibilité d'une destruction violente vers 175. Donc ça, il l'écrit noir sur blanc dans les premiers rapports. Cette hypothèse est d'ailleurs reprise par de nombreux chercheurs et répétée dans de nombreux articles, mais pourtant, lui-même revient sur cette interprétation dans la carte archéologique de la Gaule dans les années 2010 et il pense plutôt pour un abandon du quartier en raison d'une crue. En effet, on retrouve dans la stratigraphie des apports de limon extrêmement importants, les murs effondrés et à part ce fragment de fer de trait, aucun indice de destruction violente. Pourtant, la première hypothèse est toujours retenue. Donc, il y a toujours une inertie entre méfiez-vous des premières interprétations que vous allez faire parce que c'est celle qui reste. Donc, voilà pour les destructions du IIIe siècle. Enfin, enchaînons donc sur la deuxième séquence, 150 avant Jésus-Christ, qui se concentre, comme vous le voyez, essentiellement en Provence. On va voir que cette datation, la datation des sites est souvent orientée par les données textuelles, car l'archéologie ne permet pas toujours d'assurer précisément. Les datations essentiellement retenues sont celles, évidemment, des incursions romaines, 125 et 90. Les exemples les mieux connus sont ceux d'Entremont, de Saint-Blaise et de la Cloche. Donc, le site d'Entremont, situé sur la commune d'Aix-en-Provence, et à deux reprises visiblement attaqué. Une première fois en 125 ou 123 et une seconde fois dans les années 90. Notez donc encore cette idée sur du carcan historique. Évidemment, aucun élément archéologique aussi précis ne permet de dater. Outre des niveaux d'incendie et de destruction identifiés, a été mis au jour des éléments d'armement, des projectiles de balles de fronde, des pylônes, des boulets, etc. Ces éléments ont abondamment été commentés. Je ne m'étendrai pas dessus. On attend d'ailleurs la monographie. Monographie, depuis que je suis en licence 1, on me dit elle va sortir. Je suis docteur et toujours pas de monographie. On l'attend de pied ferme. Allons à Saint-Mitre-les-Remparts, sur le site de Saint-Blaise, site extrêmement connu, dont l'attaque militaire est, je cite, traditionnellement placée vers 125, et elle ne fait encore une fois aucun doute. On aurait même des impacts d'armes de siège sur les remparts. De nombreux boulets sont découverts à ses abords. À cela s'ajoutent des éléments d'armement, balles de fronde, fer de trait de catapulte associés à des niveaux de destruction. D'ailleurs, dans le secteur du rempart qui est interrompu,
les archives de Roland font mention de dizaines de boulets de catapultes aux abords et notamment dans le remplissage d'un grand puits à proximité immédiate de ce rempart. Les découvertes récentes envisagent d'ailleurs que le rempart en grand appareil ne serait pas achevé au moment de l'attaque. Donc ça, c'est les dernières publications de Jean Chossery-Lapré. Donc là aussi, il y a beaucoup à dire, mais j'essaye d'aller vite. Ce n'est pas le cœur du sujet ici. Allons cette fois sur le site de la Cloche, au Pen Mirabeau. C'est un autre cas emblématique qui a fait couler beaucoup d'encre. L'attaque militaire ne fait là aussi aucun doute. Elle est attestée par des céramiques brisées, des pans de murs effondrés, de la statuaire mutilée. On a un mobilier métallique très important, armement, projectiles. Donc, bon, je ne remets pas en cause l'attaque militaire de la Cloche. Ça ne fait pas de souci. Par contre, on a quelques incohérences qui posent problème et proviennent probablement de l'ancienneté de la fouille. En effet, dans plusieurs publications, il est question d'une femme morte ensevelie dans les effondrements. Donc, intrigué par cette défunte, je suis retourné à la source, au rapport archéologique, et les choses se sont révélées un petit peu complexes que prévu. En effet, après un rapide examen des photographies disponibles, donc publiées par Chabot dans les rapports en 1979, la disposition de l'individu apparaît étrange. Si le bras apparaît en connexion anatomique ici, il n'en est rien du crâne et des membres inférieurs ici. Donc là, on est en connexion anatomique. Et là, en fait, on a des os qui sont disposés en fagots. De plus, au regard de la photo, on ne sait pas véritablement, le défunt semble disposé sur une urne. On ne sait pas si elle est dans une fosse, bref, on ne comprend pas bien. Quoi qu'il en soit, ça n'a pas empêché Louis Chabot d'être particulièrement inventif sur les raisons de la mort, qui nous dit « Tout cela nous amène à faire la supposition suivante. La femme, s'il est confirmé que c'est une femme, d'ailleurs, il y a une étude vaguement anthropologique qui a dit que oui, c'était une femme, mais bon, c'est à reprendre aussi, s'est réfugiée au fond de la case, peut-être précipitamment. Elle a buté contre la banquette et s'est fracassé le crâne contre le mur, puis s'est effondrée en partie sur la banquette et en partie sur la jarre. On ne sait pas comment elle peut être à la fois sur la banquette et à la fois sur la jarre, mais bon. Dehors, la bataille faisait rage et la case a été détruite dans les instants qui ont suivi son décès. Ce qui fait que le corps a été immédiatement enseveli, ainsi que tous les objets de la case sous une couche de briques, d'adobe et de pierre. Bon, après, je vous épargne les détails où les questions de charognard qui seraient venus perturber les ossements, d'où l'explication, en fait, pour lui, c'est les charognards, sauf que les charognards ne disposent pas en fagot les os. Donc, outre la romance, on ne comprend pas bien comment la femme est à la fois dans l'effondrement, à la fois disposée sur la banquette. Bon, il y a un souci stratigraphique. Il y a aussi un problème de chronologie. En effet, le site est daté, la destruction est datée du milieu du 1er siècle avant Jésus-Christ. Évidemment, qu'est-ce qui se passe au milieu du 1er siècle? Le siège de Marseille, Rome est passé par là. Donc, le mobilier céramique vient globalement confirmer cette hypothèse, les monnaies également, mais le mobilier métallique, lui, propose une fourchette chronologique plus large, entre 125 et 80 avant Jésus-Christ. Et il est vrai que les données stratigraphiques, un peu simplistes décrites par Louis Chabot, posent problème. Selon les données céramiques toujours disponibles aujourd'hui, il devait y avoir en fait plusieurs niveaux d'occupation du 2e, voire du 3e siècle, qui n'ont pas été nécessairement envisagés et repérés lors de la fouille. Il semble donc tout à fait possible que le mobilier provienne de plusieurs phases qui ont été rassemblées en une même séquence qui n'a pas été véritablement identifiée. Malgré ces incertitudes, le site est clairement militairement détruit, on va dire sur une fourchette, si on est très prudent, entre 125 et 50. Mais ça nous montre que même les cas emblématiques ne sont pas si faciles à envisager. Enfin, il y a de nombreuses situations où les exemples sont cette fois peu documentés. Toujours sur la commune de Marseille, donc là, Verduron, on était au nord-ouest. Là, on passe à l'est de Marseille. Donc, la destruction du site est suggérée
par une épaisse couche cendreuse au pied des remparts, au sein de laquelle a été découverte un trait de catapulte et de possibles galets interprétés comme des balles de front. Donc voilà, dans le rapport, on nous dit, au sondage, couche de cendre d'une épaisseur variant entre 10 et 25, nombreux galets pouvant servir une pointe. Bon, très bien. Bon, on n'a pas de métro, on n'a évidemment aucune autre information, donc il faudrait là revenir encore une fois sur le mobilier. Le problème, c'est qu'effectivement, ces observations datent des années 60 et malgré de nombreuses publications sur le mobilier céramique, ça je ne peux pas leur enlever, ils ont bien publié, on manque tout de même d'informations stratigraphiques. On va cette fois dans les Alpilles, sur le site de Glanum, ou Glanon plus anciennement, également détruit vers le IIe siècle. Deux destructions sont encore traditionnellement envisagées. La première vers 125, la deuxième, je vous la donne en 1000, vers 90. Elle verrait la destruction des principaux édifices du centre monumental. Bien qu'indéniable, ces destructions interrogent d'ailleurs la chronologie de ces phases édilitaires qui est toujours débattue. En effet, Glanum est un site extrêmement compliqué puisque chaque bâtiment est daté en fonction d'un autre. Et donc, si on bouge la datation d'un bâtiment, on se retrouve avec un effet domino pas possible. Donc, les bâtiments du centre monumental sont démantelés, plusieurs boulets de catapultes sont effectivement mentionnés. Mais Glanum souffre d'un énorme problème. Cet habitat fait probablement partie des sites les plus complexes puisque la chronologie relative est interdépendante des sites, la fin de journée, des bâtiments est interdépendante. De plus, les données brutes ne sont jamais publiées, ce qui oblige les chercheurs à travailler uniquement sur les données de synthèse et on n'a aucun élément stratigraphique, on n'a pas d'image de boulets, on n'a pas l'armement, on n'a rien. Et donc, justement, moi, petite anecdote, je voulais travailler sur la céramique. J'ai contacté le dépôt, on m'a dit on n'a pas le temps, on ne peut pas faire. Bon, très bien. Toujours dans les Alpilles, allons du côté des caisses de Jean-Jean, une caisse de Mauriès anciennement. Lui aussi, il semble attaquer toujours dans le même horizon chronologique, 125-90. Il est suggéré par des traces d'incendie, de la céramique brisée, des fers de trait de catapulte et plusieurs balles de fronde que vous avez ici, ainsi que de l'armement, épée, humbo, boutrole, pylône. Toutes les armes proviennent d'ailleurs de 3 couches, soit de destruction, soit des remblais supérieurs et semblent aller dans le sens d'une destruction militaire. Par contre, ces données ne proviennent que de 2 pièces fouillées. Donc là encore, on a quand même très peu d'éléments. Par contre, plusieurs éléments lapidaires du centre monumental sont employés dans des édifices de la deuxième moitié du 1er siècle et vont dans le sens quand même d'une destruction et d'une occupation, peut-être par une autre population d'ailleurs. En revanche, la seule illustration du fer de catapulte que vous avez ici pose problème puisque le fer n'a pas toute… Ça pourrait être aussi bien un épieu en fonction des spécialistes. Allons dans les Alpes, un peu plus au nord, donc à Buffarno, à Saint-Martin-de-Brome, dans les Alpes de Haute-Provence. Et je vais essayer d'accélérer parce que je parle beaucoup. Le site serait probablement détruit vers le deuxième quart du IIe siècle. En effet, une couche de destruction est attestée par l'effondrement, comme vous le voyez, de structures avec, là encore, de la céramique écrasée, des briques crues et des niveaux charbonneux. En plus, a été découvert une pointe de flèche et un trait de catapulte. Bien que la surface fouillée soit extrêmement réduite, nous sommes a priori ici dans le secteur de l'entrée de l'agglomération. Et donc, si l'entrée est incendiée, on a quand même un fort indice pour dire que le reste de l'agglomération est incendié également. Mais là encore, c'est le seul coin fouillé. On n'a absolument pas le reste de l'extension. Donc là, on raisonne en fait sur 50 mètres carrés à tout casser. Donc là encore, c'est extrêmement réduit. Et enfin, je voudrais parler d'exemples encore plus incertains que pourtant l'historiographie a conservé. Le cas de Mimé qu'on a évoqué précédemment, on est sur l'oppidum de la tête de l'Ost. Le tronçon de rempart, visiblement, est détruit. 2 édifices sont détruits. Une partie des élévations pierre et adobe serait retrouvée effondrée, donc que vous avez ici. Et on a la présence d'une surface
de galets dans une des pièces, qui avait été interprétée justement comme une réserve de balles de fronde. Et le mobilier brisé comparable à Entremont ont fait dire à la fouilleuse, donc Anne Roth-Congès, que le site avait subi un siège vers 125. En effet, on aurait trouvé donc 1337 galets de jet. Or, au regard de ces quelques éléments stratigraphiques et des photographies, il pourrait aussi bien donc s'agir, comme je disais tout à l'heure, d'un aménagement, pourquoi pas un niveau de sol. Moi, d'après la photo, je veux bien voir une balle des réserves, mais et le problème, c'est que là encore, les galets, on n'a pas de mesure, on n'a rien, on n'a aucune information complémentaire. De plus, aucune trace d'incendie n'est visible, pas d'armement, ce qui semble quand même clairement nuancer l'hypothèse d'une attaque militaire. Pourtant, malgré ces incertitudes, l'exemple est repris dans les publications de Yves Marcadal et Jean-Louis Paillet en 2017, dans la publication. Donc là, ça pose problème. Donc, où effectivement, il faut croire Anne Roth-Congès sur parole, je veux bien, hein, mais ou alors il faut un peu plus de données. Retournons à Pierdon, qu'on avait laissé de côté vers 275, où à la fin du IIe siècle, le site serait encore une fois détruit, puisque cette fois, on trouve un petit peu d'éléments d'armement, un fer de trait de catapulte et, comme vous le voyez, également des balles de fronde. Un espace artisanal à la fabrication de ces balles serait même identifié contre le rempart. Pourtant, là encore, les données restent très laconiques et aucun niveau d'incendie n'est identifié, si ce n'est ces céramiques brisées. Enfin, finissons par une série d'exemples dont les données sont encore plus lacunaires, mais la présence d'armement interroge. Donc là, je vous ai mis quelques cas rapides. Dans le Var, à la Courtine, c'est un niveau de destruction et de l'armement qui est identifié, balles de fronde, traits de catapulte. Encore une fois, aux datations vers 110. Pourtant, aucune donnée récente stratigraphique là, sur ces données. Au Castellar à Cadenet, on a retrouvé un boulet, un fragment de boulet et un trait de catapulte hors contexte stratigraphique. Donc là, comment interpréter? C'est également le cas au camp La Source sur l'habitat de Saint-Quinis, où là, encore, une attestation, mais pas de site derrière, pas d'éléments. Enfin, on a toute une série de sites, c'est le cas de Castellan, du Tour du Castillon et de Bory-du-Loup, où on a en fait des niveaux d'incendie, mais on n'a pas d'armement. Mais c'est juste la datation du 125-90 qui ont fait dire à certains chercheurs, on est dans la même opération d'envergure. Voilà, Marseille et ses alliés, Rome et Marseille font le ménage. Donc, dès qu'on a un site incendié de la fin du IIe siècle, on le classe en attaque militaire, mais les données ne sont pas toujours évidemment solides. Bon, j'essaye d'accélérer. En conclusion, bien que ces données paraissent comme évidence, la rapide reprise de ces cas montre que la complexité des dossiers. Certaines attaques militaires sont indéniables. Pêche-Mao, Saint-Blaise, Entremont, puisqu'elles associent niveau d'incendie, destruction et armement. D'autres, en revanche, sont moins assurées. C'est le cas du Baourou, où nous n'avons pas d'incendie. Parfois, on n'a pas d'armement, comme à Pierdon. L'idée ici n'était pas d'analyser la totalité du dossier, qui nécessiterait une reprise complète de chacun de ces aimants, mais de montrer comment certaines informations peuvent être répétées, déformées, amplifiées ou modifiées. Ma seconde volonté était de mettre en garde contre les datations historiques appliquées à l'archéologie. Le carcan historique est lourd et il a tendance à conditionner les datations. Ce phénomène est visible sur l'ensemble des sites évoqués qui sont tout le temps datés entre 125 et 90. Ce phénomène est bien souvent conditionné par le tropisme des chercheurs pour la Méditerranée et les données textuelles. Il est évidemment logique et compréhensible, mais il ne doit pas toujours conditionner nos lectures. Derrière chaque boulet ou fer de catapulte ne se cache pas nécessairement un grec ou un romain. Non pas que je veuille envisager des Gaulois dans tous ces affrontements, mais ça serait négliger aussi les tensions réelles interethniques entre les populations celtiques. En effet, les auteurs antiques, que ce soit Polybe ou Tite-Live, durant la Seconde Guerre punique, expliquent bien les rivalités entre les populations. Rivalités qui sont d'ailleurs très largement exploitées par César au siècle suivant, qui permet ni plus ni moins la conquête de la Gaule. En bref,
Il faut revenir aux rapports, parfois ténus, parfois conséquents. Ils demeurent fondamentaux pour comprendre les fouilles, puisque les données ne sont pas toujours publiées et qu'une archéologie des dépôts est encore et toujours nécessaire. Il faut revenir au mobilier archéologique qui se révèle éminemment complexe à manipuler. Un fragment de céramique, un boulet, une arme, qu'elle soit de type gaulois, grec ou romain, ne permet pas nécessairement de connaître l'identité de son porteur. Pourtant, le mobilier demeure incontournable et apportera de nombreuses réponses à nos questions à venir. Je vous remercie de votre attention.